Bonjour Lorraine, donc tu es ici à Paris pour le Festival America et j'ai eu la chance de pouvoir t'interviewer sur ton prochain roman qui va sortir aux éditions de l'Olivier dans quelques jours. Donc il s'agit des Terres indomptées. Donc c'est une surprise comme toujours car c'est un roman qui est différent de tout ce que tu as fait avant. Pour résumer, on pourrait dire que c'est un roman survivaliste, écoféministe et anticolonialiste. Donc l'action se passe au début du XVIIe siècle dans le Nouveau Monde et c'est l'histoire intemporelle de la jeune fille qui est poursuivie par un homme. Donc comment ne pas penser aux mythes grecs et aux contes de fées? Ma première question c'est d'où vient cette jeune fille et comment est-elle arrivée jusqu'à toi? Au début du XVIIe siècle, à 1609 et 10, il y avait été un été très dur pour les colonistes en Virginie, en Jamestown. C'était le premier colonie permanent d'Angleterre aux États-Unis. Alors, ça s'appelait The Starving Time, le temps de, je sais pas comment dire, de ne pas le temps de la famine. Oui, le temps de la famine. Alors, je n'ai pas connu de cette histoire jusqu'au moment que j'ai lu dans un magasin cette histoire chez ma dentiste. Alors j'ai lu du temps de la famine et j'ai vu qu'il y avait des instances du cannibalisme et j'ai dit oh mon Dieu c'est pas vrai, est-ce que c'est vrai? Parce que je savais qu'au commencement des États-Unis il y avait été des temps de lutte et de guerre, beaucoup de meurtres, beaucoup de maladies comme les flux, comme la grippe. La grippe, non, pire que la grippe, mais c'est à vrai dire les pires choses. On a été mal nourris, toutes les choses comme ça. Mais je ne savais pas dans l'histoire de mon pays qu'il y avait quelque chose de si horrible. Alors dès ce moment, j'ai voulu écrire un livre d'une femme qui est échappée de cette colonie de Jamestown et se trouvait dans la nature pure pour elle, parce que elle croyait, comme tous les colonistes, que les personnes indigènes, les Américains originaux, n'étaient vraiment pas des personnes. Elle croyait, pas moi. Alors, dans ma tête, au début, j'ai vu cette journée de cette petite fille. Le voyage. Cette voyage de cette fille comme un voyage spirituel. Elle perd, pendant qu'elle est dans la forêt, toutes les structures de la culture d'où elle vient. Et alors, ce qui est frappant, effectivement, dans ce personnage de la jeune fille, c'est que elle n'a pas vraiment de nom. En fait, on l'a baptisée, quand elle était bébé, Lamentation, ce qui est un nom quand même assez lourd à porter. Ensuite, la maîtresse chez qui elle travaille la baptise Z, qui est le nom d'un singe savant qu'elle a eu et qui est mort. Et quand elle arrive au Nouveau Monde, c'est comme si elle se réinventait. Elle se glisse dans la palissade, elle s'échappe du fort et elle devient une autre. Et moi, ça m'a fait penser au mythe de la chute, mais à l'envers. Donc, c'est comme si Ève revenait au paradis, mais seulement, bon, c'est pour le détruire, sans le vouloir, bien sûr. Mais j'adore cette idée. Et c'est parce que vous êtes ma traductrice que vous avez pensé de tout ça, parce que
ça faisait très longtemps que tu as travaillé sur le livre et tu penses beaucoup. Mais j'adore cette idée de chute en verse. Oui, c'est vraiment très intelligent. C'est pas ce que j'ai pensé, mais j'adore. Je l'adore et je vais l'adopter. Ça marche comme ça avec my gift. Oui, merci. C'est génial. Alors, donc, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que cette jeune fille, justement, n'a pas de nom? Parce que moi, je me suis beaucoup posé la question. Oui. Alors, ce livre, et tous mes livres, à vrai dire, aiment bien de penser sur les questions de pouvoir. Et à vrai dire, les noms sont un élément de pouvoir. Quand les enfants sont nés, on donne aux enfants le pouvoir, et c'est-à-dire vous m'appartenez à moi. Oui, vous m'appartenez. Vous m'appartenez. Pardon, vous m'appartenez à moi. Et aussi les moyens qu'on donne des noms aux autres, ce sont les moyens de dire j'ai pouvoir sur vous, ou j'aimerais bien prendre votre pouvoir. Alors ça décrit le pouvoir, les noms décrivent le pouvoir, et c'est notamment, c'est vraiment notamment noté, non, c'est vraiment une chose notable. Oui, notable. C'est vraiment une chose notable quand les personnes européennes viennent dans les autres pays et ils s'imposent les noms de leur propre pays. Alors, c'est un moyen de dire moi j'ai le pouvoir ici. Alors c'est pour ça que elle pensait d'un nom, de se donner, de prendre le pouvoir pour elle-même, mais elle n'a jamais arrivé d'en finir avec un nom. Oui, et comme dans Matrix, il y a une chose aussi qui m'a beaucoup frappée, c'est que tu fais énormément référence au corps. Tu te rappelles, dans Matrix, je me rappelle, c'était la communauté des nonnes dans l'abbaye. Et ici, donc, c'est la référence au corps de la jeune fille. Parce qu'elle a 17 ans, mais elle a vécu énormément d'expériences différentes. Des expériences de confort et de gourmandise, mais aussi la famine et le froid, le plaisir de l'amour, mais aussi l'horreur du viol. Et puis il y a toutes les blessures et toute la fatigue de son errance. C'est comme une lente torture en fait. Et à quoi sert le corps ici? Et que représente-t-il? Et de quoi est-il peut-être la métaphore? Oui, bien sûr. Nous sommes tous les animaux, et j'aimerais bien parler des moyens qu'on ait des animaux. Mais aussi, j'ai voulu que l'histoire soit l'histoire d'une chute matérielle et voyage comme ça spirituel. Un voyage spirituel. Un voyage spirituel comme ça. Alors, les moments qu'elle perd beaucoup dans la forêt, dans son trajet dans la forêt, elle gagne beaucoup aussi spirituellement. Et c'était nécessaire de le faire comme ça. Oui, je me doute que c'était pas du sadisme gratuit. Non, c'était pas tout. Non, moi, non, jamais. Alors, dans ce récit aussi, il y a des choses qui font penser à l'actualité. Donc, dans ton pays et dans le monde plus généralement. Est-ce que le continent américain au XVIIe siècle peut être une métaphore du monde d'aujourd'hui? Et autre question, faut-il désespérer des humains ou bien une rédemption est-elle possible? Alors, je ne crois pas qu'il faut désespérer des humains parce que nous sommes, je crois, vraiment bons
à l'intérieur. Nous sommes tous, presque tous. Nous sommes, bon, pas Trump. Il est pas bon du tout. On est d'accord. Il y a, mais la plupart des êtres humains ont la flamme de Dieu là-dedans. Je trouve vraiment. Mais il ne faut pas avoir de désespoir, parce que aussi je trouve quand on donne à tout le monde le pouvoir de prendre les décisions sur la part des autres personnes, nous sommes généreux. Alors tout ce qu'il faut est de donner les choix aux personnes, de donner la chance d'être généreux. Oui. Alors, je voudrais te poser une question maintenant sur le style, sur l'écriture. Oui, bien sûr. Parce que comme je l'ai déjà dit, que certaines personnes le savent, je pense que ce livre de Vaste Wilds a été un des plus difficiles à traduire de ma carrière. Je suis vraiment désolée. Non, c'est une expérience incroyable. Donc tu as écrit la première version en pentamètre iambique. Donc, pas pentamètre, mais iambique. En iambique, voilà. Oui. Donc il s'agit donc de l'écriture shakespearienne. Et on trouve dans le style aussi, moi ça m'a beaucoup fait penser à la King James Bible. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Oui. Donc ça se passe à l'époque où Shakespeare écrit et où la King James Bible est aussi mise par écrit. Donc c'est une version de la Bible qui a été commandée par le roi, donc James Jacques. Donc ça, ce sont les sources de toute la littérature anglo-saxonne. Mais ici, on le sent. On sent ce rythme qui est quasi incantatoire. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as inventé l'écriture de ce texte et comment tu as trouvé la musique de ce texte? Merci pour cette question. Parce pour moi, c'est capital. Oui, bien sûr. Comme traductrice, tu sais. Alors, pour moi, c'était vraiment de lire tout ce que je pourrais, qui venait du temps là, des Elizabethans. Les pièces de Shakespeare et les autres, comme Ben Jonson, mais aussi les lettres des personnes qui ont vécu à Jamestown en ce moment-là, les récits de John Smith, qu'on connaît parce que Pocahontas, mais à vrai dire, les historiens d'aujourd'hui ont dit qu'il a menti. C'est vrai, mince. Non, il était un homme épouvantable. Vraiment. En plus. Oui, en plus, comme tous. Non, je rigole. Mais j'adorais les rythmes là-dedans. J'adorais les métaphores, parce qu'ils étaient les métaphores très différents. Les rhetorical figures. Je sais pas. Les figures de rhétorique. Oh, bon, c'est facile. Les figures de rhétorique aussi là-dedans. Et j'ai étudié tout ça. Et puis après, il fallait entendre très très prochement. Et c'est comme ça avec une traduction aussi. Ah, c'est pareil, exactement. Il faut vraiment écouter comme une musicienne, à vrai dire. Alors, c'est prise directement de l'archive historique, mais aussi il fallait être comme aujourd'hui parce que je suis un écrivain d'aujourd'hui et sinon ça peut être bizarre. Alors il fallait faire la balance, équilibre. Oui. Très bien. Écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que je peux te poser une question en plus concernant le bookstore? Oui, ça serait bien. Ouais. Donc en fait, depuis quelques mois, tu as ouvert dans ta ville de Gainesville, donc qui est dans le centre de la Floride, avec ton mari, une librairie. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Floride, donc des milliers de livres ont été censurés par les bibliothèques publiques et les écoles. Tu nous disais donc Shakespeare et même le dictionnaire et évidemment tes propres livres. Donc, comment t'es venue cette idée d'ouvrir une librairie
Quel est ton but et est-ce un acte de résistance politique? Oui, bien sûr, c'est un acte de résistance politique, oui. Il n'y a pas d'autre raison d'ouvrir un librairie, j'aimerais dire, spécialement aux États-Unis, spécialement en Floride. Mais nous étions en Allemagne, à Berlin, pour 6 mois, au moment que les portes s'ouvrent sur les interdictions des livres. Et c'était vraiment très très vite et il y avait beaucoup de force dans les interdictions, même que c'était dans les nouvelles allemandes. Allemandes. Alors, les personnes là-bas nous ont dit, attention, il faut arrêter les interdictions maintenant, sinon nous savons où ça va. Ouais. Il y a un poète, Heinrich Heine, alors j'aimerais bien le dire, qui a dit dort wo man Buchen verbrennt man auch am Ende Menschen. So, alors, dans les lieux où les hommes brûlent les livres, un jour ils vont brûler les hommes. Alors, nous avions peur. Et nous sommes revenus chez nous en Floride et on a dit il faut ouvrir une librairie parce que là-bas c'est le business privé et les républicains adorent le business privé, il n'y a pas de restriction là-dedans, et on peut vendre n'importe quoi, tous les livres interdits et challengés dans les écoles et dans les bibliothèques publiques. Alors aussi, on a un côté ONG, un côté bénéfice, qui donne des livres gratuitement qui sont interdits et challengés aux enfants et les personnes. Et on a déjà donné presque 11 000 $ de livres aux autres qui sont interdits et bannis et challengés. Alors on a le for-profit et on a le non-profit. Voilà, il y a les choses qui dégagent des bénéfices et les activités qui ne dégagent pas de bénéfices. Oui. Et je rebondis, à qui donc, quels sont les enfants qui bénéficient ou les gens qui bénéficient des livres gratuits? Tu les sélectionnes comment? On travaille avec les bénéfices qui sont déjà faits. Alors, on a donné 500 livres pour les très petits enfants dans le preschool, je sais pas comment dire, les personnes... à la maternelle. À la maternelle, oui. Et puis, on a donné des livres pour un endroit où les femmes battues y vont avec leurs enfants et nous avons fait une librairie pour eux, une bibliothèque pour eux, mais aussi on a donné individuellement les livres aux enfants là. Et puis partout on donne des livres à tout le monde. Il y avait un événement où les enfants qui n'ont pas beaucoup d'argent sont donnés des choses pour l'école à la rentrée scolaire et on a donné plein de livres à tout le monde, les parents, les enfants, les personnes qui normalement n'ont pas les moyens de acheter des livres eux-mêmes. Ok. Bah écoute, bravo pour cette nouvelle entreprise et j'espère que ça va réussir. Moi aussi. Mais maintenant, il y avait un ouragan. Un ouragan, oui. Un ouragan, il y a 4 jours en Floride et nous n'avons plus l'électricité, même plus. Ah oui, non, mais c'est terrible ça. Oui, alors. Bon, bah écoute, bon courage et merci beaucoup. Et je sais que tu es très très fatiguée après cette longue journée à América. Il faut dormir maintenant. Ouais. Merci bien. Merci Lorraine. Merci.